Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Dynamique Duo, ce nouveau podcast consacré évidemment aux comics. Je m'appelle Stéphane Le Troedec de Top Comics et j'ai le plaisir de vous présenter ce podcast avec Doup. Merci Doup. Oui, merci Stéphane. Bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs qui vont nous écouter sur ce super podcast. Un podcast, donc un nouveau podcast, pour qui, pourquoi et dans quel intérêt? En fait, ce podcast Comics Dynamique Duo, en fait, avec Doup, on s'est dit que on voulait faire un podcast sur un format relativement court où on allait parler de comics, évidemment, si possible de récits complets, c'est-à-dire de façon à ce que on ne soit pas sur des séries trop longues, ou alors quand je parle de récits complets, ça sera plus des runs, ou bien des mini-séries, ou bien une série, un épisode assez volumineux. Le but, c'est de vous donner en fait envie de lire tout simplement des comics. On essaiera de vous proposer en général des comics qui sont disponibles en français en vous donnant les références, mais on s'interdit pas non plus de parler de comics anglais, enfin en américain, je veux dire. Et surtout, on va pas forcément traiter, n'est-ce pas, Doup, de comics récents. Non, on va le faire un petit peu à l'envie, on va le faire un petit peu en fonction de ce qu'on a lu aussi. Et Exactement. Puis, le but, c'est vraiment de vous donner envie d'acheter des comics. Et tout à fait. Alors aujourd'hui, pour démarrer ce podcast, on s'est donné une mission un peu compliquée, mais on n'a pas commencé par la voie la plus facile. On n'a pas choisi le meilleur, ouais. Ouais, en fait, comment dire, on s'est lancé, on s'est jeté à l'eau. Ça a été un petit peu bon. Alors, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Qu'est-ce qu'on a lu tous les deux dernièrement en commun et dont on va pouvoir parler? Alors évidemment, ça tombe sur une actualité. Chez Urban Comics, c'est sorti un album qui est Creature Commandos présente Frankenstein. Et au sein de cet album, nous avons une mini-série dont nous allons parler aujourd'hui, qui est Seven Soldiers Frankenstein de Grant Morrison et Doug Mahnke. Je sais pas d'ailleurs si on dit Mahnke. Toi, tu as une idée de comment on dit le... Moi, je l'aurais dit à l'allemande, c'est-à-dire Mahnke, mais bon, oui, c'est pareil. Hein, je vous découvrirai très rapidement que j'ai un gros problème sur les prononciations des noms des auteurs. Ouais, mais ça fluctue, ça fluctue. C'est pareil pour moi. Hein. L'important, c'est que tout le monde voit de qui on parle. Ici, donc, on va essayer de vous décortiquer quatre épisodes de la série Seven Soldiers, de la mini-série Seven Soldiers Frankenstein. Et donc, alors c'est pas tout à fait un hasard si cet album sort, puisqu'il y a une actualité. On a bientôt Creature Commandos qui va arriver en série animée sur la chaîne Max. Et donc, Urban Comics, assez judicieusement, nous ressort cette mini-série qui, à l'époque, par contre, n'avait pas été publiée, si je me trompe pas, par Urban Comics, alors qu'ils avaient publié les autres Seven Soldiers. Alors oui, c'est ce que je suis en train de regarder, c'est-à-dire que, alors voilà, encore une fois, c'est compliqué de s'y retrouver dans les comics, puisque donc Seven Soldiers, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est une méta-série. Alors on connaît bien les mini-séries, on voit bien ce que c'est, les maxi-séries, on voit ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une méta-série? Eh bien, c'est une série qui est composée de plusieurs autres séries qui vont toutes se rassembler à la fin pour faire un tout. Pour résumer, Seven Soldiers, il s'agit de 7 séries différentes qui font chacune 4 numéros et qui vont être emballées dans un numéro de départ et dans un numéro de fin. Donc, on peut lire chacune de ces séries indépendamment des autres, mais si on les lit toutes ensemble, à la fin, ça fait une grande histoire qui prend sa fin donc dans un numéro spécial. La série, cette méta-série, elle a été publiée sous le titre Seven Soldiers aux États-Unis, mais en France, ça a été publié par Urban dans un truc qui s'appelle Final Crisis, histoire que tout le monde comprenne. Alors il y a une raison cependant, ne soyons pas trop injustes, il y a une raison pour laquelle c'est le premier tome des albums Final Crisis, qui s'appelle 7 soldats. Et c'est tout simplement parce que Seven Soldiers, c'est aussi en fait un préambule à Final Crisis. Et il me semble, pour te contredire Stéphane, que le Frankenstein dont on va parler là a été publié dans le tome 2 de Final Crisis chez Urban. Et ben voilà, j'ai dit de la merde, et ben tant pis, je suis puni, je suis rectifié en direct, voilà. Et ben c'est très bien. On commence bien notre émission. Voilà, ils connaissent bien leur titre. Ah, ils ont bien bossé, bravo. On a bien bossé. Mais au moins, fact-checking,
Voilà. Encore dit des bêtises. Fact-checking en direct. Bon, bah, tant mieux. Voilà. Alors, cependant, faut pas avoir peur. On en discutait juste auparavant, là, avant de commencer à enregistrer. Autant, effectivement, je pense que ça marche très bien en lien avec les autres séries Seven Soldiers. D'ailleurs, petit aparté, je crois qu'il y a un omnibus qui est sorti qui regroupe tout aux États-Unis, hein, qui regroupe toutes ces séries, toutes ces mini-séries et ces méta-séries dont tu parles. Autant ça fonctionne bien dans un ensemble, autant pris séparément, c'est-à-dire comme là dans cet album, ça fonctionne plutôt pas mal aussi. C'est-à-dire qu'il y a des références, mais quelque part, on n'est pas, enfin. On ne comprendra pas forcément. Pas tout, voilà, hein, quand même. On ne pourra pas tout comprendre, mais à partir du moment où on accepte de mettre de côté certaines références, ça marche quand même plutôt pas mal. Oui, surtout dans le cadre de Frankenstein. Hein. Après, il y a des séries internes à Seven Soldiers. Je pense, par exemple, au Guardian, qui est là pour le coup est totalement incompréhensible, hein, si on n'a pas la trame générale. Mais dans le cas de Frankenstein Seven Soldiers, ça marche très très bien. Et on peut tout à fait lire ces 4 épisodes indépendamment de la méta-série Seven Soldiers. Alors, sachant qu'on va avoir un ennemi, en fait, qui est un ennemi, l'ennemi général des Seven Soldiers en général, sur cet ensemble de séries, cette mosaïque de mini-séries, c'est les Shidras, je sais plus comment. C'est les Shidas, je crois. Shidas, qui apparaissent ici et qui font en fait office dans Seven Soldiers Frankenstein d'ennemis de Frankenstein à cette époque-là, dans cette période éditoriale-là. Oui, en fait, donc dans les 7 séries qui composent donc cette méta-série Seven Soldiers, l'ennemi principal qui revient toujours dans un ou deux des épisodes, ce sont donc les Shidas. Et du coup, à la fin, ils vont tous. Alors, ce qui est terrible, c'est que aucun des personnages qui sont dans ces 7 séries-là ne va se rencontrer. Ah oui, ils sont sur des rails, ils sont en parallèle, mais ils sont sur des rails qui se rencontrent jamais. C'est vraiment un concept de Morrison, hein, qui est habitué des concepts un petit peu tordus, de faire une série où il y a 7 super-héros qui vont mettre fin à une menace, mais ils vont pas se rencontrer. Voilà. Ce qui donne un petit peu l'ambition de cette mini-série. Mais disons que ça marche à peu près bien, hein, pour avoir refeuilleté ça rapidement, pour avoir préparé cette émission, car oui, je l'ai préparé moi, hein, voilà. Eh bien, en fait, il se trouve que ça fonctionne à peu près. Il y a des séries qui peuvent se lire totalement de manière indépendante. On se demande même ce que ça vient faire dans la trame générale, alors qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compliqués à comprendre comme ça. À la fin, je dirais que la fin est un peu ratée sur le dernier numéro, hein, qui va finir cette méta-série. C'est un peu raté, on se dit un peu tout ça pour ça, et on n'a pas vu trop l'intérêt en fait de faire ces 7 séries qui allaient amener tout à un point final qui aurait pu être fait en fait sans ces séries-là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors après, on peut, comme je disais, totalement mettre de côté, hein, cet aspect méta-série et savourer en fait juste ces 4 épisodes. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris dans cet album. On a grosso modo Frankenstein qui lutte contre notamment son ennemi Melmoth, qui est un personnage assez récurrent, et il va rencontrer en fait différents Shidars dans au fur et à mesure de ses aventures. Mais on peut le lire vraiment de manière déconnectée et de se dire voilà, c'est les grands vilains, et lui il vient pour les bastonner et ça marche très bien. Oui, c'était le but de la série, hein. En fait, c'était de redéfinir un petit peu le personnage de Frankenstein, qui est un personnage qui est apparu il y a très très longtemps en fait. Alors oui, parce que Mary Shelley déjà. Voilà. Oui, c'est Mary Shelley, mais le monstre, hein, de Frankenstein a été réutilisé non seulement par Marvel, hein, mais aussi par DC Comics, et ça commence dès 1941, je crois. Non, je suis en train de te dire de la merde. Non, ça commence dès 1948 en fait, où le monstre de Frankenstein apparaît dans Detective Comics. Et ouais, ça va être un ennemi de Batman au départ. D'accord. Alors, c'est clairement, c'est marrant parce que le personnage de Frankenstein, donc c'est un personnage de la littérature fantastique, pas de problème, mais que Marvel et DC ont tous les deux récupéré, mais ils les ont fait évoluer de manière différente. C'est-à-dire, autant chez DC, effectivement, très vite, il va évoluer d'une manière un peu atypique, tandis que chez Marvel, il me semble bien qu'il reste quand même assez conforme à la version que l'on peut voir à la fois dans le roman et au cinéma. Ouais. Là, DC va vraiment le faire beaucoup évoluer à partir de 48, comme tu disais.
Ouais, il faut dire aussi que d'ici, ils ont quand même un petit peu plus de, on va dire, d'expérience dans tout ce qui concerne les comics d'horreur, hein, puisqu'il y avait quand même toute une ligne de comics d'horreur dans les années 70. Il y a eu la ligne Vertigo ensuite, chose qu'il n'y avait pas tant que ça chez Marvel en fait. Donc c'est normal que ce personnage ait un petit peu plus évolué. Alors moi j'ai regardé, hein, j'ai trouvé 3 itérations hein, en fait de Frankenstein chez DC Comics. Ouais. Donc le personnage qui est apparu vraiment en tant que monstre, donc en 48 hein, chez Batman. Il y a eu une deuxième mouture qui a été créée par Lanvin, hein, qui a l'habitude, donc lui, puisque c'est le créateur de la Swamp Thing, hein, la créature du marais. Donc ça, c'est plus des années 70, où pareil, l'adversaire récurrent, ça va être le Phantom Stranger, et aussi Superman et Batman. Et puis la troisième mouture, c'est celle de 2005, hein, avec Grant Morrison et les épisodes dont on est en train de parler. Exactement, donc un personnage qui a pas mal déjà roulé sa bosse un petit peu dans l'univers d'ici et qui là réapparaît donc à cette époque-là. Et il réapparaît, alors moi je suis en train de regarder les premières pages et il réapparaît, on est directement dans l'action quoi. Ouais, il était en hibernation sous la ville, voilà. Moi, Morrison il s'est pas embêté trop pour introduire son personnage. Pour le faire revenir, c'est ça. En gros c'est littéral, il surgit du sol du lycée où se passe le premier épisode. Dans le premier épisode, on peut raconter rapidement, c'est-à-dire qu'on a un type en fait qui est un gamin, enfin un lycéen qui est un lycéen ou un étudiant qui est possédé par ces fameuses bestioles là, les Shidars, et il récupère une capacité. Alors moi j'ai trouvé ça assez rigolo. Il récupère la capacité de lire les pensées des gens. Alors j'ai trouvé ça assez fun l'intro de cet épisode, et il lit, tu te souviens, il lit les bulles de pensée des gens. Alors j'ai trouvé ça assez marrant, comme c'est peut-être un peu méta, mais moi j'ai trouvé ça rigolo de voir ce personnage qui lisait les bulles de pensée, ce que nous-mêmes en tant que lecteurs on est en train de faire. J'ai trouvé ça assez fun. Mais bon, ça c'est du Grant Morrison pur jus. Ouais, clairement. Enfin, on y est, hein, clairement. Et puis, évidemment, ce gamin est pas forcément très très bien intentionné, et il commence à s'attaquer à tous les étudiants de la fac. Et là, d'un coup, comme on disait, surgit Frankenstein directement du sous-sol de la fac. Et mon objectif, c'est de lutter contre le mal. Donc, il n'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour commencer à se battre. Ouais, moi, ça m'a fait penser à un épisode de Buffy où Buffy pouvait aussi lire dans les pensées. Il y avait quelqu'un qui devait se suicider. Si je dis pas de bêtises, ça devait être Jonathan en haut de son clocher, me semble-t-il. Ah, j'ai pas vu Buffy jusqu'au bout. Hein, donc, voilà, donc oui, disons que c'est assez rigolo. Alors le personnage, hein, je pense qu'il a eu cette capacité de lire dans les pensées parce qu'il a été infecté justement par les Shida, hein, un des extraterrestres qui seront les ennemis principaux donc de la maxi-série. Mais voilà, c'est-à-dire que le lien s'arrête là en fait. C'est-à-dire que on sait pourquoi il a été infecté ou comment. En fait, on s'en fout, c'est pas le problème, puisque quand même dans la série, on voit surtout Frankenstein qui est en train de défoncer tout le monde. Hein. Là, en l'occurrence, c'est plus le gamin et puis ces espèces de vers, c'est pas des vers, enfin des espèces de parasites qui sont en train de bouffer les étudiants. C'est plutôt rigolo. Alors Frankenstein. Je veux pas dire comble de la bourrinitude, mais il est armé d'une grosse épée. L'épée de Michel, de l'archange, tant qu'à faire, hein, on y va. Et il a ce costume qui ressemble un peu à un costume de pirate, enfin qui est un peu inspiré d'une espèce de veste comme ça de pirate rouge et doré, qui lui donne un look. Moi, je le trouve extraordinaire, le look de Frankenstein dans ces épisodes. Puis il y a une chose moi qui m'a fait marrer, c'est il y a tous ces éléments liés aux insectes. Hein, c'est lié aux ennemis de Frankenstein. Ouais, les Shidas, hein, c'est eux. Ouais, en fait, hein. C'est ça. Et donc, on retrouve beaucoup de références aux insectes. Et boum, ce premier gamin que Frankenstein va littéralement l'épingler avec son épée, comme on pourrait épingler un insecte dans une collection. C'est assez fun. Et dans ce premier épisode, Frankenstein, à la fin, en gros, il explique que je suis de retour, faut pas faire chier. Et il termine un peu tel le cow-boy solitaire. Il marche dans la rue avec son épée sur le dos, et Frankenstein est vivant. Voilà. Ouais, l'ambition de Morrison, c'était sur ces 7 séries qui prennent un des personnages qui sont totalement oubliés, hein, c'est-à-dire le Shining Knight. Il y a que Zatanna à la limite, hein, que peut-être les auditeurs connaissent le plus, mais sinon le reste, le Guardian, Bulleteer, enfin, c'est vraiment des personnages de même plus de seconde zone, c'est-à-dire c'est des personnages qui ont connu du succès, hein, dans les années 40, hein, mais
bon, qui depuis ont été totalement oubliés. Lui, l'idée, c'était de faire 7 séries qui pourraient être réutilisées plus tard. En fait, il voulait créer 7 nouveaux personnages. Bon, il semblerait que, à part Zatanna, mais qui existait déjà et qui avait sa petite notoriété, bah, les autres n'ont pas franchement marché, bah, sauf ce Frankenstein, hein, qui a eu un petit peu plus tard les honneurs d'une nouvelle série à lui. Les autres, on les a pas trop revus, en fait. Alors, on les a revus épisodiquement dans certains runs, dans certains arcs chez DC, mais pas sous cette forme-là, en fait. Pas comme Morrison les a redéfinis. Et ça paraît logique, hein, que sur ce premier épisode qui nous présente Frankenstein, bah, tout est dit, hein, c'est-à-dire c'est un gros monstre qui va combattre le mal avec sa grande épée, quoi. Hein. Avec sa grande épée et son phrasé, il y a une espèce de phrasé très ampoulé, c'est-à-dire il parle comme un héros de roman, mais c'est presque exagéré, quoi. Enfin, dans sa manière de parler, mais tu vois, je prends juste un extrait d'une case là. Il dit je dois suivre ma route seul. Trouve les tiens et dis-leur de prendre les armes, car Armageddon est désormais à leur porte. Si des êtres nommés Shidaz arrivent, si le sombre Melmoth se montre à nouveau, dis-leur que leur folie a fait renaître ma vengeance. Alors voilà, on est dans un truc où le personnage, il s'écoute parler, quoi. Je pense qu'ils ont voulu lui donner un petit peu le phrasé d'un monstre de l'époque de Mary Shelley, hein, en fait. Ouais, clairement. Hein. Enfin, moi, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait marrer quand je le lis, et parler de cette façon. D'ailleurs, là, je suis en train de regarder, on pourra saluer la traduction de Benjamin Rivière, hein, qui traduit donc les épisodes, de l'ensemble de l'album, de cet album. De l'ensemble de l'album, ouais. D'ailleurs, on essaiera de citer les noms des traducteurs quand on. Bon, on le fera, oui, parce que mine de rien. C'est un sacré boulot. Deuxième épisode, on se retrouve sur Mars avec Zombie Rouge, où il va retrouver son ennemi Melmoth, et donc ça va être encore. Vous voyez, on bouge, on se déplace, on part d'une petite fac aux États-Unis pour là se retrouver sur Mars. Dans le troisième épisode, on revient sur Terre. Alors le troisième épisode, ce que je trouve intéressant avec ce troisième épisode, c'est l'arrivée de la fiancée de Frankenstein. Oui. Voilà. Alors ça, c'est effectivement un clin d'œil au film, hein, de la Hammer, mais le personnage de la fiancée de Frankenstein ici, il est quand même super cool, quoi. Enfin, c'est la badass, une espèce de badass absolue, avec 4 bras. Bah, la référence aux années 30, elle y est. Hein. Moi, je trouve que ce Frankenstein-là, il a un peu du Boris Karloff des films, hein, en fait. Hein. Ah oui, en termes de tête et de design, je trouve qu'il lui ressemble pas mal, moi. Ouais, et puis ils ont réussi à garder ce côté très. Enfin, je trouve qu'il a un visage mortifère par moment, enfin, qui est très. Ça fait vraiment zombie, quoi. C'est ce qu'il est, hein. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il le fait très, très, très bien. Ah oui, j'avais oublié ce passage avec les vaches qui dévorent de la chair, qui dévorent des humains. Oui, vous avez une case où vous avez des vaches qui mangent des êtres humains dans ce troisième épisode. C'était plutôt cool. Et puis, c'est l'apparition dans ce troisième épisode des agents du Shade. Alors, le Shade, c'est une organisation qui lutte contre les incursions de monstres et de menaces occultes dans l'univers d'ici, et c'est là qu'apparaît cette organisation, et que très rapidement en fait Frankenstein se retrouve affilié au Shade. Oui, en fait, il me semble, hein, je vérifie et je dis pas de bêtises, les agents du Shade, ils ont été créés pour cette mini-série, hein, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas avant, et on voit bien que l'idée, c'est de lancer vraiment une nouvelle série, puisque Morrison, il sait que Frankenstein va faire 4 épisodes, hein, comme toutes les séries de Seven Soldiers, et il va essayer de mettre beaucoup de lore, hein, autour du perso, notamment cette agence qui va permettre de faire beaucoup de choses si on reprend la série, en fait. Ouais, et clairement, ces agents le Shade tente de récupérer Frankenstein, mais ça reste quand même un personnage assez solitaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément très très volontaire pour rejoindre les rangs de l'équipe. Alors le fait qu'il y ait sa fiancée à l'intérieur, forcément, ça aide un peu, même si les relations sont quand même un petit peu tendues, quoi. Oui, c'est en fait là on commence à arriver dans ce qu'on pourra dire après peut-être de l'autre série, c'est-à-dire que là Frankenstein devient un héros qui est un petit peu comment on va dire un petit peu opiniâtre, un petit peu grognon,
Et là, ça nous fait tout de suite penser à Hellboy, en fait. Hein. Je pense que là, on peut pas se permettre de pas en parler. Hein. Ouais, c'est clair que Morrison, dans ces 4 épisodes là de Seven Soldiers Frankenstein, il fait j'en perds mon casque, il fait un gros appel du pied à Hellboy, et ça va être renforcé dans la série après qui suivra, hein, qui est Frankenstein Agent of Shade. Et clairement, la référence, c'est Hellboy, avec, comme tu disais, ce personnage bougon, et puis ce molosse, enfin, bon, il est pas rouge, mais il est tout vert gris, mais ça marche très très bien. Et on a donc un 4e épisode qui vient conclure de manière assez rapide, hein, d'ailleurs. Enfin, j'ai toujours trouvé le 4e épisode de Seven Soldiers Frankenstein un peu curieux, dans le sens où ça finit un peu en queue de poisson, quoi. C'est peut-être un peu ça qui est dommage, quoi. Mais c'est normal parce que ça doit se terminer, et en fait on reverra donc Frankenstein dans le dernier, dans l'épisode qui finit donc cette méta-série qui doit s'appeler Seven Soldiers Number One. Voilà, ouais, parce que celui qui ouvrait la série c'était Seven Soldiers numéro 0. Et du coup c'est peut-être un peu ce que je reproche à cette mini, c'est qu'effectivement le dernier épisode, qui doit quand même se relier au reste, si on le lit un peu indépendamment, on est un petit peu sur notre fin, en fait. C'est vrai. On se dit, ouais, tiens, ça finit comme ça. Alors, heureusement, dans cet album, Creature Commandos présente Frankenstein, Urban, derrière, il y a colle les 7 premiers épisodes de Frankenstein Agent of Shade. Et là, d'un coup, ça permet de faire cette transition vers cette formation, vers ce groupe des agents du Shade. Et alors cette fois-ci avec Lemire au scénario. Et là, clairement, Lemire, il se cache même plus de reprendre à son compte les idées de Mignola sur Hellboy et le BRPD, quoi. Enfin, pour moi, c'est presque un décalque. Hein. Enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, la mini, la série, la mini, donc Frankenstein, Seven Soldiers, elle date de 2005. Et donc la série régulière, donc Frankenstein Agent of Shade, qu'on retrouve dans cet album, tout du moins les premiers épisodes, eux, ils datent de 2011. Donc il y a eu quand même un sacré fossé entre le monstre et sa réutilisation. Il est apparu 2-3 fois aussi, notamment dans Final Crisis. C'est pour ça que les épisodes avaient déjà été publiés là-dedans. Il apparaît aussi dans Flashpoint. Je crois qu'il y a 2 ou 3 épisodes où c'est Frankenstein et les agents du Shade. Du Shade. Moi, je l'ai fait aussi plein de fois. Bon, voilà. Donc ces épisodes-là n'apparaissent pas, mais bon, enfin, voilà. Et c'était déjà Lemire au dessin. Et donc, ces épisodes de Agent of Shade sont dans la droite ligne de ce qu'a fait Morrison et poussent le truc un petit peu plus loin. Alors, on y consacrera peut-être un podcast un peu plus complet. Peut-être quand le tome 2 sortira, comme ça nous permettra de faire un truc complet sur ça, parce que vraiment, c'est une prolongation, quoi. Enfin, on retrouve la fiancée de Frankenstein, le Shade. Lemire, il reprend les bases qu'a mis Grant Morrison sur la mini-série. Il y a une équipe qui combat les monstres, il y a la fiancée de Frankenstein. Il va rajouter des personnages qui font vraiment beaucoup penser au BPRD, c'est clair. Qui est l'agence dans laquelle travaille Hellboy. Et puis, il va nous proposer quoi ? Des histoires de monstres assez bourrins. Et la série, ma foi, on en parlera une prochaine fois, mais c'est non seulement une bonne continuation, on va dire, scénaristique, puisque ça reprend à peu près les mêmes trames, mais aussi graphique, puisque moi, je trouve que Alberto Ponticelli, qui est le dessinateur, qui reprend la série régulière après la mini de Doug Mahnke, il fait quand même un super travail, surtout quand il s'agit de dessiner les monstres. Ouais, c'est vachement bien. Alors, on va parler de Doug Mahnke, parce que c'est vrai qu'il y en a un dont on n'a pas parlé, et qui fait quand même bien le job sur Seven Soldiers Frankenstein, c'est Doug Mahnke, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'est un des plaisirs du truc. Je trouve que il se fait plaisir avec des splash pages où moi j'ai en tête toujours cette page là sur d'entrée du chapitre 2 là où il est sur une espèce sur fond rouge, il est sur Mars et il chevauche une espèce de cheval, tu sais, un peu insectoïde, l'épée à la main.
ça a franchement de la gueule. T'as ces images où t'as comment dire la fiancée de Frankenstein avec ses 4 bras. Je trouve qu'il l'a réussi très très bien, quoi. Même que, elle est à la fois sexy, en même temps inquiétante. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Et même dans le dernier épisode que je trouve pas forcément fabuleux, il y a cette espèce de double splash page là avec cette vue sur la ville et puis ce vaisseau fait d'os. Et ces bases qui explosent dans le ciel. Enfin, vraiment, il se fait plaisir. Bah, Doug Mahnke, c'est quand même quelqu'un qui a un style qui était, alors je vais le mettre au passé, relativement original, puisque il avait commencé donc avec un dessin, je veux dire un peu sale, hein, qu'on retrouve ici. Ouais, clairement. À noter qu'il s'ancre. Ouais, il s'ancre lui-même dans ces épisodes. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de gore. Le style est très particulier et reconnaissable. C'est le style qu'il avait sur ses séries précédentes. Alors ces séries précédentes, c'est très simple. Il y avait Major Bummer. Ouais. Et il y avait aussi Superman, puisque Doug Mahnke, il a fait un long run, je crois, sur Superman. À l'époque de l'ère du triangle, ouais. Ouais, on peut aussi évoquer il a fait un truc avec Chris Claremont, non pas Chris Claremont, avec Grant Morrison sur la GLA. C'est pas lui qui a fait Stone Age. Oui, tout à fait. Oui. Il avait dessiné des épisodes de la GLA aussi. Et puis, Doug Mahnke, il a vraiment éclaté quand il a commencé à arriver sur Green Lantern. Alors quelques années plus tard, ça doit être dans les 2 années 2010. Quand il a commencé à prendre Green Lantern pendant la guerre de la lumière, alors je sais plus comment ça s'appelle, dès que Geoff Jones est arrivé, donc il a pris en main, alors il y a eu Carlos Pacheco au départ, le regretté Carlos Pacheco, et après il a pris en main la série, je pense autour du 15e épisode, et c'est là que Green Lantern a vraiment explosé en termes de série. Et je trouve que ils lui ont demandé d'affadir un petit peu son trait en fait au fur et à mesure. Et je pense que c'est lui qui avait dessiné des épisodes sur Final Crisis aussi, notamment des épisodes de Superman. Et je trouve que le trait s'est totalement lissé. C'est-à-dire que les petites aspérités de son style, il a commencé à les gommer pour que ça devienne un petit peu plus grand public. Alors après, il peut changer de style et ça reste toujours du très bon dessin. Mais on retrouve pas le Doug Mahnke avec des dessins un peu scratchy de temps en temps. Avec des petits traits, avec plein de petits traits pour des effets d'ombre et des effets un peu cracra comme ça. Enfin, moi j'aime bien quand il fait ça. Il le fait. Et puis là, pour le coup, ça fonctionne super, quoi. Parce que c'est vraiment la série pour pouvoir faire ça, quoi. Ouais. Et de fait, voilà. Moi, je trouve que depuis, on va dire Frankenstein, le trait de Doug Mahnke, c'est un petit peu standardisé, on va dire. Alors, il lui reste du style, il reste des choses, mais c'est un petit peu moins, agréable si on aime bien les beaux dessins, quoi. Voilà. Ouais. Après, voilà, ça reste de la très très bonne. C'est de la très bonne cam, Doug Mahnke. Bref, on peut dire que si vous aimez les histoires de gros molosses qui tabassent les méchants à coups d'armes blanches, les héros un peu renfrognés, pas contents, un peu grognons, si vous aimez les planches un peu scratchy comme ça, un peu, je vais pas dire brouillon, mais un peu où tout n'est pas super lisse et super beau. Et si vous aimez bien, même si vous êtes un fan de Hellboy, vous pouvez sans problème vous diriger vers Seven Soldiers, Frankenstein. Moi, en tout cas, je le conseille beaucoup et je pense que tu es tout à fait d'accord aussi. Ouais. Et puis, donc, surtout qu'il est disponible là, chez Urban. Ouais. Donc, dans un tome qui s'appelle Créature Commando présente Frankenstein, je crois. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est sorti, je crois, au mois d'octobre. Oui, c'est sorti il y a un mois à peine, un mois ou deux. Et vous aurez dedans donc les 4 épisodes de la mini-série dont on vient de vous parler, plus je crois les 7 premiers de Frankenstein, Agents of Shade. Et si vous voulez avoir la totale, sachez que ça va être très simple puisque la série Frankenstein, Agents of Shade s'est arrêtée, je crois, au numéro 16. Et il y aura simplement un 2e tome, donc avec les 2 tomes d'Urban,
vous aurez la totale de Frankenstein et de l'agence, le Shade. Voilà. Et puis, notez que c'est quand même pas forcément le genre d'histoire qu'on a beaucoup chez DC Comics, en général. Donc, moi, j'étais assez content de ces histoires d'horreur, enfin, ces histoires un peu horreur, SF. C'est quand même pas très très souvent, et je trouve ça plutôt sympathique. Et puis je trouve ça plutôt cool que Urban ait traduit et pris entre guillemets le risque de traduire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce que le public français attend, je pense, chez DC Comics. Donc voilà, c'est plutôt une chouette initiative. C'est tout l'intérêt d'avoir des séries ou bien des films qui sortent, c'est de pouvoir derrière de permettre aux éditeurs aussi de rebondir et de proposer ce genre de truc, parce que s'il n'y avait pas eu cette série animée qui sortait, je pense pas que Urban se serait jeté sur Creature Commandos comme ça, quoi. Non, pas du tout, du tout. Mais de toute façon, voilà, on peut féliciter Urban par le fait qu'ils ont pas peur de temps en temps de sortir des séries un petit peu du chapeau comme ça, des séries qu'on n'attend pas. On leur souhaite que ça marche. Exactement, parce que nous, on veut le tome 2. Nous, on veut le tome 2, voilà. Bon, je pense qu'on l'aura. Il y a pas de, à mon avis, il y aura pas de souci. Il est annoncé, donc je pense que c'est bon. Mais il est annoncé au dos en 4e de couve. Il est annoncé. Voilà. Donc je pense que en plus c'est que juste un 2e tome, donc ça sera pas. On se lance pas sur une série à 40 volumes, donc ça voilà. va. Et donc c'est bien aussi pour les lecteurs, c'est-à-dire si vous voulez lire un truc un peu bourrin, alors Stéphane il adore ça, les trucs bourrins. Moi j'aime tout de suite, voilà. Bon un peu moins, mais bon j'ai quand même bien aimé. Alors moi j'ai plutôt préféré la 2e partie, la série régulière. Mais effectivement, ça vaut le coup. Il y a des bonnes histoires, c'est du bon comics, et vous aurez l'intégrale en 2 tomes. Donc, n'hésitez pas, foncez. Foncez. Pour terminer ce podcast, très rapidement, tes lectures, toi, en ce moment, comics. Ouais, alors là, moi, je suis parti dans le vintage de chez Vintage, puisque je suis en train de lire du G.I. Joe, moi. Voilà. Voilà. On a, en fait, en VO est sorti un compendium, c'est-à-dire c'est le plus gros bouquin qui m'a été donné d'acheter de ma vie, puisque je pense qu'il doit faire 1500, 1600 pages. Ouais, donc tu le lis dans le train, quoi, tranquille. Alors c'est très léger. Il est extrêmement léger. C'est couverture souple. D'accord. Donc je sais pas si ça va tenir longtemps, mais ça va. C'est un format un peu plus petit. C'est pas un omnibus, donc je lis des épisodes de G.I. Joe, donc des années 70-80 par Larry Hama. Je suis en train de lire, pour le coup, un omnibus, l'omnibus Superman, qui sont les débuts de l'ère du triangle, avec du Jerry Ordway. Et puis, 2 nouveautés Marvel, Twilight. Alors, c'est pas le truc de vampire, c'est une histoire des Avengers, donc dans le futur, qui est, à ma grande surprise, plutôt intéressante. J'ai beaucoup aimé. Et là, je suis en train de lire Gods, donc la mini-série de Jonathan Hickman, toujours chez Marvel. Voilà. Moi sur ma palle, tu vois, c'est rigolo, j'ai Gods aussi que je vais pas tarder à commencer là. Je voulais finir d'abord Creatures Commando, et puis moi je suis aussi un peu vintage. Alors je sais pas si c'est aussi vintage que toi, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de me laisser séduire par les Batman Chronicles de chez Urban, mais ça y est, maintenant je suis dedans, je suis bien à fond. C'est un monument. Ouais, c'est vraiment très très cool. Enfin, je veux dire, les dessins me rebutaient un peu. Voilà, je faisais un peu mon timide, genre oh là là, ça a pas l'air d'être si super que ça. Et puis en fait, j'ai mis le doigt dedans avec Alan Grant. Et puis petit à petit, les scénarios sont quand même vachement bien. Puis on a des récits complets qui tiennent en 1-2 épisodes et qui racontent des trucs très intéressants. Moi c'est là où j'ai découvert Batman. Alors moi j'en avais en VO, mais j'ai repris les Chronicles parce que je trouve l'idée tellement bonne que là c'est vraiment du soutien que je fais à Urban Comics, qui a un peu freiné le rythme de publication. Ouais, mais clairement. Qui a confirmé il n'y a pas si longtemps qu'ils allaient continuer. Donc j'espère que ça va marcher. Effectivement, peut-être en sortir un tous les 2-3 mois, c'était un petit peu cher quand même pour les lecteurs. À 40 balles le tome, oui, clairement, ça coûtait un bras. Sur un rythme de publication plus léger, à mon avis, ça passe mieux, quoi. Ouais, à 2 par an, je pense que ça peut le faire. Ouais. Mais de toute manière, comme j'ai pas forcément l'intention de lire les Batman de Zdarsky je sais plus le nom du sénateur. J'ai oublié. Ramsey ? Non. Alors il y a l'autre série de Zdarsky. James Tynion, non ? C'était pas lui ? Non. Celle où il y a le Batman de Zurenar là. J'ai oublié. Non, j'ai pas. C'est Jorge Jiménez, je crois, le dessinateur. Ouais.
Voilà, c'est ça. Voilà, je les lirai pas parce que ça m'ennuie. Donc, non, mais autant être franc. Enfin, je veux dire, Oui, non. voilà. Et puis il y a tellement de bons comics depuis 80 ans qu'il n'y a pas de raison de se priver d'aller chercher dans les anciens. Et puis, dans ce que je suis en train de lire aussi, je suis en train de relire les Iron Fist de John Byrne et Chris Claremont. Voilà. Là, je suis avec l'épisode avec les démolisseurs. Je sais plus combien de c'est, mais c'est très très cool. Et puis c'était les débuts de Byrne, on le voit évoluer quasiment d'épisode en épisode. Et c'est quand même bien sympathique aussi. Pour terminer, une petite actu. Toi, tu fais quoi sur les réseaux, sur les sites? Alors, tu as une demi-heure, oui. Je suis un peu le Wolverine, moi, C'est le Wolverine du comics game. Ouais, on me retrouve un peu partout. Disons que je travaille j'ai toujours des articles sur Bruce Lee, voilà, sur le forum donc de Bruce Stringal, le blog, pardon. Avec environ un article par mois. Mais alors c'est pas que du comics. Là, j'ai un article sur Megalopolis, le film de Coppola qui devrait peut-être sortir bientôt. Sinon, j'ai fait des chroniques sur Daredevil aussi. J'ai repris toute la série, tout le volume 1 de Daredevil. Ça, c'est chez Bruce Lee. Et puis, je travaille aussi sur superpouvoir.com, voilà, où j'ai d'ailleurs fait une critique de Seven Soldiers de Frankenstein, que vous pouvez aller voir sur le site. On la mettra en lien et puis, je fais sur Superpouvoir pas mal d'articles. J'en fais environ, je sais pas, peut-être un par semaine. Voilà, donc je suis bien occupé. Mais comme tes journées font 32 heures, tu as encore le temps de faire un podcast. Ouais, j'ai du temps. J'ai aussi une émission radio, donc Radio Super Pouvoir, qui est 2 fois par mois avec mon compère Guillaume et Alain Roussel, où là on fait de l'actu comics et puis à chaque fois un petit dossier aussi. C'est disponible sur le site de Super Pouvoir et c'est aussi diffusé sur la radio Principe Actif, qui est une radio située à Évreux. Voilà. Et ben voilà, un homme bien occupé avec ses comics. Oui. Alors j'en connais un autre, puisque moi de mon côté en ce moment je suis en train de travailler à la résurrection, au revival de Top Comics, mais c'est plus sur la partie technique. Je suis plus vraiment là en train de travailler sur le réarrangement, on va dire, des rubriques, sur un toilettage de l'interface, etc. Mais c'est vrai que voilà, le site est en train de petit à petit reprendre des couleurs et donc va retrouver un rythme de croisière, j'espère, le plus rapidement possible, et qu'on va pouvoir vous proposer assez vite de nouvelles émissions. Et je devrais caler ça dans mon emploi du temps aussi. Histoire de 33e heure de tes journées. Voilà. Bon, en tout cas, merci Doup d'avoir passé un petit peu de temps. Merci Stéphane de l'invitation, c'était cool. Et de toute façon, c'est un dynamique duo, donc il y en aura d'autres et j'espère beaucoup d'autres. En tout cas, c'est pas la matière qui manque. Et puis je remercie tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Et puis n'hésitez pas à réagir en commentaire, de façon à échanger avec nous. Bonne fin de journée, Doup. Salut à tous. Salut, ciao.